Donc, bienvenue à un autre groupe de soutien Quarantaine. Un peu moins populeux que il y a 6 mois, pas 6 mois, il y a 6 semaines, donc 5 semaines. Il y a un mois, là. Donc, mais c'était intime et chaleureux la dernière fois. Deux petites clarifications pour vous. La première, l'enregistrement de la dernière fois, il est fonctionnel, ça ne devrait pas tarder, vous allez l'avoir. C'est un petit pépin informatique qu'on a vécu à la Fondation. Notre serveur a fait. Il a décidé qu'il mourait. Et donc, quand le serveur meurt, ben, tout tombe avec. Fait qu'on est en train de récupérer toutes nos choses. Fait que vous devriez avoir ça sous peu, en même temps que celui de ce soir, probablement. Deuxième chose, le prochain atelier Quarantaine aura lieu le 10. On pousse-tu une semaine? On y va pour le 17. Le 17 avril, donc dans à peu près un mois. 17 avril, cette fois-là, ça sera un atelier qui s'appelle l'art pour l'art thérapie. C'est l'art pour 20. Je me souviens plus. C'est l'art thérapie. Donc, c'est un atelier où là, il y a un art thérapeute qui va être avec vous. Puis, il n'y aura pas de conférence, mais plus une expérimentation, autant pour les personnes atteintes que les proches qui veulent participer à cet atelier-là. Donc, ça va soit se faire à la Fondation ou ici, selon le nombre d'inscriptions. On est un groupe comme ce soir, on peut tous rentrer à la Fondation. On a un groupe comme il y a un mois, on va venir ici. Donc, on va voir le nombre d'inscriptions par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, je vous laisse dans les généreuses mains de Dr Fortin. Qui va s'asseoir, je vais être plus serré sur le temps parce qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il parte de bonne heure. Puis après ça, on passera à la deuxième partie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, le groupe, c'est ça. À 7h10, il faut que je vous quitte. Il faut que je sois au centre-ville à 7h30 pour un autre heure. Fait on les enfile. Le but de la conférence à soir, c'est de vous parler de la chirurgie. Plutôt qu'attendre à toute fin pour répondre aux questions, je vais vous suggérer de poser les questions à mesure. Puis on défile ça, puis à 7h10, on arrête. Okay? Parce que la dernière partie de la présentation, ça parle beaucoup de recherche. Je vais vous montrer où c'est qu'on s'en va. C'est intéressant, mais peut-être que le but numéro un, le but numéro un de cette soirée-ci, c'est de répondre à vos questions. Fait que vous n'hésitez pas à vous poser des questions. OK. Fait qu'on va parler de la chirurgie cérébrale. Vous avez vu le titre, c'est un titre qui vient d'une conférence que j'ai donnée il y a 6 mois maintenant aux médecins du Québec sur les nouvelles techniques qu'on utilise pour faire des opérations. Là, je leur disais, nous autres, on fait des opérations sur le cerveau. Avant de parler des opérations sur le cerveau, il faudrait toujours bien qu'on sache tout le monde c'est quoi le cerveau. Fait que c'est quoi le cerveau essentiellement? C'est cette espèce d'organe-là. Puis si on essaie de le définir, le cerveau se définit par ses cellules. Puis ce que c'est qu'un cerveau, deux fois d'affilée. Si on essaie de le définir, en fait, le cerveau il se définit par ses cellules. Puis ces cellules, c'est quoi? C'est des neurones. Moi, il y a un auteur, je suis en train d'écrire un livre sur le cerveau. Ça fait 1 an que je suis là-dedans. Puis un auteur que j'ai lu, que j'aime beaucoup, il a donné le titre au cerveau. Il a dit, le cerveau, pour moi, c'est une forêt de neurones. Okay? En anglais, il dit a forest of neurons. Fait que vous voyez ici, c'est une simulation informatique qui vous montre toutes les connexions qu'il y a entre les neurones. Fait que le cerveau, là, tenez-vous bien, là, c'est 40 milliards de neurones connectés entre eux. Okay? C'est essentiellement ça, le cerveau. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'organisation générale du cerveau avant de parler de la chirurgie. Le cerveau, les neurones sont connectés entre eux par ce qu'on appelle des synapses. C'est comme ça qu'on appelle ça, les connexions. Ces connexions-là, c'est un peu l'équivalent du filage de votre ordinateur. Si vous vous imaginez que dans votre tête, les neurones, c'est comme les processeurs dans votre ordinateur, la matière blanche, les synapses ou les axones, tout le même nom, là, c'est comme les fils dans votre ordinateur. Puis vous allez voir pourquoi je parle de ça. Je parle de ça parce que quand on fait des opérations, nous autres, une de nos jobs, ça va être d'essayer de démêler les fils de votre cerveau qui sont fonctionnels de ceux qui ne le sont pas. Je vous montre une résonance magnétique en coupe coronale. Coupe coronale, là, c'est comme si on tranche le cerveau de face. Ça a l'air de ça. Ça, c'est un cerveau. Puis le cerveau, là, si vous voulez simplifier ça au maximum, il y a 3 grandes composantes. Il y a le cortex, qui est situé à l'extérieur du cerveau. C'est ce qui vient d'apparaître en bleu sur l'écran. Vos 40 milliards de neurones, là, ils sont là-dedans, dans le cortex, à la surface du cerveau. À l'intérieur, tout ce que vous voyez qui est blanc, ce qu'on appelle la matière blanche, c'est justement les fils qui connectent les neurones entre eux. Fait qu'imaginez-vous tous les neurones à la surface qui envoient du filage à l'intérieur du cerveau. Tout ce blanc-là, c'est des fils. Puis un petit peu plus profondément, vous allez voir apparaître en couleur ici des petits noyaux.
ben, il y a des noyaux centraux dans le milieu du cerveau qui s'occupent de tâches différentes, spécialisées, entre autres pour le système moteur, pour le système sensitif, pour le langage. Plus on avance dans notre connaissance du cerveau, allez-y. C'est quoi qui a fait que je ne pouvais pas parler? Je suis hésitant à répondre à votre question précisément. Je vais vous dire pourquoi. En théorie, là, on n'est pas supposé divulguer des informations sur nos patients. OK? Fait qu'il faudrait que je parle de la localisation de votre tumeur. Mais ce qui a fait que vous aviez de la difficulté à parler, c'est que votre tumeur était proche de votre aire du langage. OK? C'est ça le. Il est où? Je ne peux pas vous le montrer là-dessus. Je vais vous trouver une autre image pour vous le montrer tantôt. OK? En fait, je vais faire mieux que ça. Je vais vous montrer un exemple d'opération près du nerf du langage. Vous allez pouvoir bien le voir. Oui? Les centres que vous parlez, est-ce qu'ils sont plus concentrés dans le neurones? Oui. Est-ce qu'ils sont plus spécialisés? Tout à fait. Bonne observation. Dans ces espèces de centres-là qu'on voit au niveau du cerveau, il y a d'autres groupes de neurones spécialisés. En fait, je ne voulais pas vous noyer d'informations, là, mais dans le cerveau, en tout, il y a 100 milliards de neurones. Puis il y en a 40 milliards juste au niveau du cortex, juste au niveau de la surface. Fait que les autres, ils sont où? Ils sont dans ces noyaux-là qu'on retrouve au milieu du cerveau. Nous autres, là, plus le temps avance, plus notre compréhension du cerveau est en train de changer. Puis la manière qu'on est en train de définir le cerveau, là, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, là, allez sur Internet, dans Google, puis tapez « connectome humain ». Okay? Puis ce que vous allez voir apparaître, c'est des grandes entreprises de recherche où on essaye de comprendre comment tous ces fils-là, toutes ces connexions-là qui forment les connexions entre les neurones sont organisées dans le cerveau humain en général. On appelle ça le connectome humain. Il y a des universités partout dans le monde qui travaillent à essayer de définir ça. Écrivez-le pas pour rien parce que vous allez avoir un lien. Vous allez avoir un lien pour avoir accès à ces notes-là. Fait que vous allez pouvoir le trouver comme ça. Fait que ça, c'est le connectome humain. OK, fait que là, on revient à nos affaires. Là. On a un patient avec une tumeur cérébrale. Vous voyez la tumeur cérébrale là-dessus, c'est la grosse boule blanche qui est ici. Là, si je vous dis, nous autres, on va aller opérer ça, cette affaire-là. Vous autres, vous allez dire, ben, c'est facile, on va l'enlever, regarde, mais là, la boule blanche. On aurait tendance à penser que la tumeur, c'est juste ça. Le problème, malheureusement, c'est que ces tumeurs-là, ce sont des tumeurs qu'on appelle infiltratives. Salut! C'est des tumeurs qui infiltrent le cerveau à distance du nodule. Ça veut dire que si vous regardez là, dans la tache noire ici autour de la tumeur, puis vous allez avec un microscope là, vous allez trouver des petites cellules tumorales. Là, je vais vous montrer un film, OK? Ça vient de mon laboratoire. Il faut juste que je vous explique comment on a fait ça, ce film-là. On a pris un échantillon de tumeur, on l'a mis dans un gel qui simule l'environnement du cerveau, puis on l'a photographié à toutes les 3 minutes pendant 3 jours. OK? Donc, vous avez l'échantillon tumoral. Regardez bien ici, dans ce coin-là. Vous allez voir une cellule tumorale qui lentement se détache, puis qui décide de se sauver. Okay? Donc, notre ennemi, quand on travaille contre les tumeurs cérébrales, c'est ce phénomène-là qui fait que les cellules tumorales sont capables de migrer à distance du nodule principal. Dans le laboratoire, puis on fera une session plus tard dans l'année sur la recherche. Je vais vous parler de ça en détail parce que nous, on travaille à isoler les protéines que ces cellules-là utilisent pour migrer. On essaie de les bloquer. Mais si on oublie ça 2 secondes, puis on vient à la chirurgie, notre job à nous, c'est quoi? Ben, c'est d'essayer de ne pas juste enlever le nodule qui est là, mais essayer d'aller chercher ces cellules-là aussi. Fait qu'en chirurgie, je vais vous montrer des instruments dont on dispose pour faire ça. Ça, là, c'est la salle d'opération avec les instruments. Vous voyez le microscope. Vous voyez ici en arrière la neuronavigation. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que la neuronavigation. On a beaucoup de technologies qui nous aident à naviguer dans le cerveau. Je vais vous expliquer toutes ces technologies-là. Bon, une opération cérébrale, comment ça se déroule? Bien, la première étape d'une opération cérébrale, ça ne vous dérange pas que je vous montre Ça ne vous dérange pas que je vous montre des images d'opération? Non. Okay. Fait que la première étape, c'est d'ouvrir la peau. OK? Donc, on ouvre la peau. Vous voyez que le patient, là, il est couché
Endormi, bien évidemment. Ah, ben, des fois, on en réveille pendant des opérations. Demain, l'opération qu'on va faire, on va réveiller le patient. Comme ça se fait. Puis vous voyez qu'on a rasé, puis on a mis un champ pour cacher la tête du patient. C'est toujours comme ça qu'on opère. Fait que là, on ouvre la peau, puis on met des petites agrafes bleues pour empêcher le saignement, parce que le cuir chevelu, c'est très, très vascularisé. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins là-dedans. Donc, première étape, ouvrez la peau. Deuxième étape, à cette heure. Là, on utilise une scie pour couper l'os. Ça, c'est un patient qui a déjà eu une biopsie. Vous voyez la rondelle ici qui cache le trou de la biopsie. On a perforé des trous pour avoir un accès sous l'os pour pouvoir descendre notre scie, qui est comme une petite scie sauteuse, si vous voulez. Une scie sauteuse à haute vitesse. Et avec ça, on découpe notre volet osseux. OK? Prochaine étape, on va lever notre volet osseux. Ceux qui ne veulent pas voir ça, vous pouvez cacher vos yeux. Donc, on utilise la neuronavigation, qui est cette espèce de système-là qui va nous permettre de naviguer dans le cerveau du patient pour bien délimiter les contours. Je vais vous montrer ça tantôt. On lève le volet osseux. Là, ce que vous voyez en dessous, c'est la membrane qu'on appelle la dure mère. La dure mère, c'est la couche qui recouvre le cerveau. Là, maintenant, on va ouvrir la dure mère. On va mettre ça propre. On va ouvrir la dure mère. Puis en dessous de la dure mère, il y a le cerveau. Puis là, on va commencer notre job de chirurgie. Vous voyez ici le cerveau qui est sous-jacent. Ça, c'est la dure mère. C'est cette espèce de couche-là qu'on lève, qui est une couche assez épaisse qu'on va refermer avec des points de suture. OK. Quand on est rendu sur le cerveau, comment on travaille? Bien, la première affaire, c'est de savoir où on est. Hein? Avoir un genre de GPS. Ça va, Céline? Je ne veux pas parler de chirurgie sans vous montrer des images d'opération. C'était la seule. C'est fait, on fera un disclaimer pour la prochaine fois. Non, il n'y aura pas d'autres images d'opération. On utilise avec un système de navigation que vous voyez ici. Ce système-là, c'est d'une précision extrême. Ça, là, ça a changé pas tant ma vie à moi comme chirurgien que votre vie à vous comme patient. Parce qu'avec ça, on est capable d'être précis au millimètre près, de bien planifier nos opérations pour commencer. Alors que jadis, on faisait des ouvertures où on ouvrait vraiment tout le côté de la tête. On rasait tout le côté de la tête. Les patients souvent se retrouvaient avec des têtes comme la mienne. Maintenant, on fait tout ça. On utilise la navigation, comme vous voyez ici, pour bien centrer notre ouverture, savoir exactement où on va mettre notre coupure. On est capable de faire un rasage très, très fin qu'on peut cacher par la suite. Puis, on peut planifier nos approches sur les tumeurs à l'aide de cette technologie-là, qui est comme un GPS, si vous voulez. Ça nous permet de naviguer en 3 dimensions dans le cerveau du patient. C'est grâce à ces technologies-là, on est capable de prendre des tumeurs comme ça, qui sont situées en plein dans l'air du langage. Vous voyez la grosse tache noire ici, qui jadis aurait été considérées comme inopérables. Puis en prenant une approche bien précise, on est capable de les enlever et faire une bonne job. Vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. En fait, le radiologiste a décrit ça comme une résection complète. Il reste juste la petite cicatrice ici. Donc, c'est toutes ces technologies-là qui nous ont permis de devenir de plus en plus performants. Sauf que, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin. Ça, c'est un papier qu'on a publié l'année passée. Okay, en anglais, Does extent of resection impact survival in patients bearing glioblastoma? En français, ça veut dire quoi? Est-ce que vraiment, si on réussit à enlever plus de tumeurs chez nos patients, on va améliorer leur survie? La réponse, c'est oui. Clairement. Puis la réponse, pour la première fois, notre groupe a décrit dans un autre papier, je l'ai marqué ici, que non seulement on améliore la survie, mais on améliore la qualité de vie des patients. En d'autres termes, si vous prenez un patient, vous faites une résection de 50% de sa tumeur. Vous prenez un patient, vous faites une résection de 80% de sa tumeur. Bien, lui, chez qui on a resséqué 80% de la tumeur, il a une meilleure qualité. Donc, malheureusement, je suis obligé de dire et de répéter, comme je dis à tous mes patients que je vois, que l'opération comme telle, ce n'est pas une cure. On ne peut pas guérir les tumeurs cérébrales primaires avec une opération. Pourquoi? Bien, parce que malheureusement, c'est des tumeurs infiltratives, comme vous l'avez vu. Il en reste tout le temps des petites cellules en arrière. Par contre, la chirurgie, ça a clairement un effet bénéfique sur la survie, puis ça a clairement un effet bénéfique sur la qualité de vie. Ça, c'est vrai à 2 conditions. La première, c'est qu'on réussisse à enlever le plus de tumeurs possible, idéalement 90%.
Puis évidemment que nous, en faisant notre opération, ne produisent aucune atteinte neurologique. Si nous, on opère un patient, puis pour atteindre notre 90% de résection, ou notre 80%, on cause un déficit, on n'aura pas des résultats ni sur la qualité de vie, évidemment, ni sur la survie. Bon, où c'est qu'on s'en va, nous autres? On s'en va dans un endroit où, grâce à des nouvelles technologies, on est en train de recréer un modèle vraiment unique du cerveau pour chacun de nos patients. Puis grâce à ces technologies-là, on devient de plus en plus performant dans la manière dont on enlève les tumeurs cérébrales. Puis là, on peut se permettre d'espérer courir après ces petites cellules-là que vous avez vues qui sont en train de se sauver. Pour faire ça, ici au CHU, qu'est-ce qu'on fait? On fait une combinaison de 3 approches différentes. J'utilise le terme maillage, là, mais essentiellement, on utilise 3 technologies différentes. On utilise une première technologie, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler, on a fait l'objet d'un reportage dans le National Geographic le mois passé. Bien, cette technologie-là qu'on utilise, c'est l'IRM de diffusion qui vous permet de voir ici les fils qui connectent des neurones entre eux. La deuxième technologie qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle une résonance magnétique fonctionnelle. Puis ça, je vais vous expliquer ça comme il faut. La troisième technologie, ceux qui ne veulent pas voir des images opératoires, bouchez-vous les yeux. J'avais oublié, mais j'ai une autre image intraopératoire. C'est ce qu'on appelle la stimulation corticale, qui nous permet de stimuler le cerveau du patient puis d'obtenir des réponses à l'extérieur. Donc, vous voyez, on vient de stimuler le cortex, là, puis le pied a bougé. OK? Donc, en utilisant ces 3 technologies-là, regroupées entre elles, ça va nous permettre d'être beaucoup plus agressifs dans notre résection chirurgicale, donc d'enlever pas mal plus de tumeurs. OK, je vous explique. C'est quoi la résonance magnétique fonctionnelle? Il y en a peut-être parmi vous qui avez eu ça, cet examen-là. Pardon? Une résonance magnétique, mais fonctionnelle, c'est-à-dire on vous met dans la résonance magnétique et on vous pose des questions. Style, bougez votre main droite. Ça, c'est la résonance magnétique fonctionnelle. Puis ce qu'on veut voir avec cette approche-là, okay, vous l'avez décrit ici en termes scientifiques, là, mais essentiellement, ce que cette technologie-là nous permet de voir, c'est les zones du cerveau qui s'activent lorsqu'on fait faire une tâche spécifique à un patient. Je vous donne une idée de quoi ça a l'air. Ça, c'est un patient à qui on a demandé de parler. On a testé la syntaxe de son langage. Puis vous voyez que les taches jaunes, c'est les régions qui sont fortement activées. Puis les taches rouges, c'est les régions qui sont légèrement activées. Donc, pour ce patient-là, vous voyez que l'aire du langage est ici. Puis vous voyez que ça a activé un petit peu ici en frontal. En fait, le message en vous montrant ça, c'est qu'il n'y a pas un cerveau qui est pareil. Ils sont tous différents, les cerveaux. Tout. Puis si en plus de ça, on met une tumeur dans le cerveau, la tumeur, on va produire des changements. La tumeur, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle repousse les neurones fonctionnels à l'extérieur. Puis quand on voit une tumeur, des fois, on se dit c'est en plein dans l'aire du langage. Bien, finalement, c'est pas si dans l'aire du langage que ça, parce que les neurones du langage ont été repoussés à l'extérieur, puis notre tumeur, elle a causé une distorsion dans le cerveau. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'appréciait pas très bien avant. En utilisant ces nouvelles études-là, on se rend compte que c'est de plus en plus le cas, puis ça nous assiste dans nos opérations. OK, des images d'opération, non? OK. Couchez-vous les yeux, parce que je veux juste vous expliquer. Donc, ça, c'était la résonance magnétique fonctionnelle. Ceux qui ne veulent pas regarder, regardez pas. Je veux juste vous montrer que nous, quand on fait des opérations, on a accès vraiment à une manière d'évaluer la fonction du cerveau en utilisant la petite patente que vous voyez ici. Okay? C'est un électrode dipolaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 pôles. Okay? D'un côté, il y a un courant qui circule vers l'autre côté. Quand on applique ça sur la surface du cerveau, on dépolarise les neurones. Puis en dépolarisant les neurones, on est capable de mesurer une activité. Si par exemple, mon patient est réveillé, je le fais parler dans la salle d'opération, mais quand je dépolarise ses neurones, il va arrêter de parler. Si je veux tester sa jambe, je vais faire bouger sa jambe en dépolarisant les neurones. Si je veux tester sa sensibilité, ben là, sa jambe va devenir engourdie. Ça dépend de ce qu'on fait comme anesthésie. Il y a moyen de faire oublier ça en donnant des médicaments qu'on appelle des benzodiazépines. Mais des fois, les patients, ils s'en rappellent un peu. Mais je peux vous dire que les patients qui ont été réveillés,
Dans presque tous les cas, c'est des expériences très positives. J'ai des vidéos, je ne vous les montrerai pas, je pourrais vous les montrer. J'ai des vidéos d'un patient pendant une chirurgie éveillée qui nous compte des jokes. Les patients, ils sont confortables. Ce que je vais vous montrer, là, pour la prochaine 10 minutes, c'est un travail d'équipe. C'est moi qui présente, là. Regardez, je suis l'air endormi sur cette photo-là. C'est un travail d'équipe, puis c'est un travail d'équipe qui met à l'avant-plan le travail de ce gars-là ici, okay, qui est mon étudiant au PhD, Maxime, puis l'autre Maxime Descoteaux, qui est le mathématicien qui a amené ces technologies-là ici. C'est des technologies qui existent, sont utilisées partout dans le monde, mais lui, il les a perfectionnées à sa manière. Puis ce gars-là en arrière ici, qui est le Dr. Whittingstall, qui est un physicien. Toutes les autres, c'est des étudiants. Puis je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait à Sherbrooke. Je vous montre une image d'une tumeur. C'est la tache noire qui est là. Okay? Là, on prend ce patient-là, puis on le met dans notre résonance magnétique, puis on lui demande de faire une tâche. Dans ce cas-ci, on voulait visualiser la tâche qu'on appelle visuospatiale. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est la capacité à se retrouver dans l'espace. On l'a mis dans la résonance magnétique, on lui a dit « ferme tes yeux », puis d'ici, là, trouve le trajet pour retourner chez vous. Pendant qu'il pensait à ça, il y a des ondes de son cerveau qui se sont activées. Puis ça a donné ces trois ondes-là. Quand on a pris ces trois ondes-là, après ça, on a cherché les connexions entre les neurones qui définissent ces trois régions-là. Puis on a obtenu ça. En fait, on a obtenu le réseau qui ressemble à ça ici. Là, je veux juste vous faire une précision. Tout ça, c'est des mathématiques, c'est un modèle, c'est des approximations. Parce que dans ces trois zones-là, il y a des millions de neurones qui envoient des millions de fils partout. Mais ce qu'on demande mathématiquement, c'est les fils qui relient ces trois régions-là. Puis évidemment, quand vous voyez quelques fibres ici, il faut multiplier par des millions, là, parce que c'est juste des modèles mathématiques. Tout ça. Puis lorsqu'on a ce réseau-là, là, on l'introduit dans notre appareil qui nous permet de naviguer comme un GPS dans le cerveau. Puis, chez notre patient, on va aller dans son cerveau, naviguer, puis stimuler ces réseaux-là pour voir si effectivement, excusez, je vais utiliser un mauvais terme, mais le blob, c'est-à-dire l'activation qui est près de la tumeur qui allume ici, si elle est importante pour sa fonction, je vais passer. Si elle est importante pour sa fonction, moi, je ne vais pas l'enlever. Okay? Alors que traditionnellement, j'aurais voulu l'enlever, mais si elle n'est pas importante, on va partir avec. C'est comme ça qu'on va être capable de faire des opérations qui se veulent le plus complexe possible. Ça, c'est permis en partie grâce à un partnership. Ça, ce n'est pas des films, c'est juste des images. Un partnership avec la compagnie Medtronic. Les autres sont cool parce qu'ils nous ont donné un logiciel qui coûte 75 000 $, que moi, je n'avais pas les moyens de me payer. Puis, on leur a présenté notre projet de recherche, ils ont trouvé ça intéressant, puis ils nous l'ont donné, le logiciel. Fait que le logiciel, il nous permet de prendre toutes ces belles images de fibres en 3 dimensions, puis de les importer dans notre système de neuronavigation. Ça fait quoi, ça, la neuronavigation? Je ne vous l'ai pas bien expliqué, mais c'est important que vous compreniez bien ça. L'appareil de neuronavigation, il est ici. Vous voyez qu'il y a deux composantes. L'appareil de neuronavigation, ce qu'il fait, c'est qu'il reconstruit en 3D le cerveau du patient. Puis, vous voyez qu'il y a une espèce d'antenne ici avec des caméras infrarouges. On positionne la tête du patient de manière fixe dans l'espace. On met un support à côté. Et lui est capable de comprendre en 3 dimensions, en tout temps pendant l'opération, où est-ce qu'on est dans le cerveau du patient. Quand on approche notre petit pointeur que vous voyez ici, là, il est capable de nous dire, regarde, tu es là dans le cerveau du patient, exactement, précisément. Puis là, maintenant, grâce à ce logiciel-là qu'on appelle le StealthLink, là, on est capable de voir toutes nos fibres du cerveau du patient, ce qui nous donne beaucoup plus d'informations. Concrètement, patient du Nouveau-Brunswick, à qui on a reconstruit toutes les fibres. Regardez ici, il y a une grosse tache noire, puis il n'y a pas de fibres fonctionnelles qui passent là-dedans. Vous en voyez ici, mais en 3 dimensions, quand on fait le tour, il n'y en a pas. Cette patiente-là, on l'a opérée, on a enlevé toute sa tumeur sans la réveiller. C'était un endroit un petit peu touché, mais grâce à ces images-là, ça nous a rassurés et ça nous a permis de faire la chirurgie. Ici, vous voyez, on va un petit peu plus loin, on segmente la tumeur. Vous voyez la tumeur en rouge, puis les fibres qui sont déviées par la tumeur. Encore une fois, une autre image, vous voyez la tumeur, puis toutes les fibres qui passent par-dessus la tumeur.
Je vais passer cette image-là parce que je vais vous le montrer sous forme vidéo tantôt. Ça nous permet de prendre des tumeurs comme ça. Vous voyez la tache noire ici. OK? Tumeur qui est placé dans un endroit touché, en frontal, assez postérieur. Ça nous permet de l'enlever au complet. Ces images-là nous ont rassurés, nous ont permis de voir qu'il n'y avait pas de fil fonctionnel qui passait dans la tumeur. Fait qu'on s'est permis d'enlever la tumeur au complet. Je vous montre un cas un peu plus complexe ici. Regardez ici la tache noire. Okay, la tache noire, vous voyez que la densité de la tache n'est pas aussi marquée que les autres exemples que je vous ai montrés. Ça, c'est une tumeur vraiment infiltrative qui était en plein dans l'aire motrice de la patiente. Puis en utilisant toutes ces technologies-là, vous voyez les images défiler ici. C'est d'ailleurs ces images-là qui ont été reprises pour la Revue nationale géographique. Bien, on a vu que c'était un petit peu dangereux d'essayer d'enlever toute cette tumeur. En fait, c'était pas juste un petit peu dangereux, on savait très bien que si on essayait de tout enlever, on la paralyserait. Fait que grâce à ces images-là, on a vraiment poussé notre étendue de résection, on en enlevait à peu près la moitié, puis l'autre moitié, on n'a pas été capable d'y toucher. Je vais juste vous montrer la relation entre la tumeur puis les différents fibres. Vous voyez les fibres là, qui passent par-dessus ici. Ce qu'on a été capable de faire, là, vous voyez la tache blanche, là, ça c'est du sang. Il y a un petit peu de sang dans la cavité tumorale, mais on a enlevé à peu près 50% de sa tumeur. Puis juste pour que vous compreniez, regardez la relation entre la tumeur et les fibres. Vous voyez les fibres qui viennent, la tumeur est en rouge, là, puis vous voyez les fibres qui viennent dans la tumeur. Fait que ces fibres, entre autres, ces fibres-là, ici, on ne peut pas aller enlever ça parce qu'on sait que c'est important pour la fonction du pied. Ça, c'est des informations qu'on n'avait pas avant, que maintenant, avec ces technologies-là, on est capable d'avoir. Vous allez voir, regardez ici encore une fois la tumeur qui est segmentée en rouge avec toutes les fibres fonctionnelles qui passent dans la tumeur. Donc, notre job à nous, c'est d'éviter d'abîmer ces fibres-là. C'est ce que ces technologies-là permettent de faire. Les fibres, prennent-tu le trou? Là? Ouais. Quand vous enlevez la tumeur, les fibres, en fait, si on enlève la tumeur, là, ça laisse une cavité qui se remplit de liquide. Puis avec le temps, rapidement, souvent dans 24 heures, la cavité a diminué. À peu près la moitié. Le cerveau, c'est un tissu qui est très, très moelleux. Hein? C'est comme du jello. Fait que ça reprend sa place. Mais il reste tout le temps une cavité par la suite, là, dépendamment de la grosseur de la tumeur. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ça arrive des fois qu'on fait des études d'activation. Je vous parlais de la résonance magnétique fonctionnelle. Bien, vous voyez ici que là, ça l'a activé dans la tumeur cérébrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce patient-là, si on essaye de tout enlever sa tumeur, ben c'est bien de valeur, mais on va induire clairement un déficit. Là, ça, c'était une résonance magnétique fonctionnelle où on testait la fonction visuospatiale, comme je vous parlais tantôt. Fait que si on pousse pour enlever toute sa tumeur, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le patient, après, il va avoir de la misère à se retrouver dans l'espace. Donc, on veut évidemment éviter ça. Qu'est-ce qui fait que tu fais une résonance fonctionnelle au lieu d'une résonance ordinaire? On fait toujours une résonance ordinaire, tout le temps. Dans certains cas... La question inverse, oui, ben dans certains cas, c'est pas nécessaire. Tu sais, mettons une tumeur, pour dire quelque chose, frontale polaire en avant, là. C'est pas nécessaire de faire une résonance magnétique fonctionnelle parce que ces cas-là, on sait qu'on est capable d'enlever ça. On sait qu'on est capable d'aller enlever, puis que si on cause des déficits, ça va être des déficits qui sont la plupart du temps invisibles. Tu sais. On va utiliser vraiment ces technologies-là pour les tumeurs qui sont situées dans des centres plus dangereux, près de ce qu'on appelle les aires fonctionnelles. Donc, les aires du langage, la motricité, la sensibilité, la fonction visuospatiale. Ça dépend de la localisation. Mais je pense que, honnêtement, je vais finir avec cet exemple-là, OK? Je vais attendre avant de le défiler. Je pense qu'honnêtement, dans le futur, à peu près tous les patients qu'on opère, ils vont avoir toutes ces images-là. Là, on l'utilise juste pour les patients qu'on juge que c'est vraiment aidant parce que c'est très lourd. Juste pour vous donner une idée, la patiente que j'opère demain, là, elle a une tumeur vraiment dans un endroit central compliqué. Fait qu'elle va avoir toute la batterie de tests. Mais là, elle partait pour sa résonance tantôt. Il y en a pour 2 heures. Les gars, ils vont travailler là-dessus ce soir, mais surtout demain matin, puis ils vont venir me voir en salle d'opération vers 11 heures avec ça. Fait que tu sais, c'est lourd parce qu'eux autres, ils font l'acquisition des images en résonance magnétique, mais après, il faut qu'ils appliquent leurs algorithmes mathématiques qui décodent tout ça, qui produisent ces images-là, puis qui viennent nous les montrer. C'est de la job. OK, je vous montre un exemple ici. Ça, c'est un patient qui avait une lésion dans son aire du langage. Juste pour vous montrer
Vous avez le cerveau, on effile ça. Vous voyez la tumeur en blanc ici. Okay? Bon, là, ce qu'on va faire maintenant, on va la segmenter. Segmenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va la contourner avec des instruments, puis on va bien la définir. Elle apparaît en rouge maintenant, elle est segmentée. Là, pour ce patient-là, la tumeur est près de l'heure du langage, fait qu'on va faire une activation du langage. On le met dans la résonance magnétique, on lui demande de parler. Ah, le langage vient d'apparaître. Fait qu'on voit la relation entre le langage et la tumeur, c'est très près. Donc, évidemment, on va chercher à éviter d'abîmer le langage. Puis maintenant, on va chercher à voir les fibres de la matière blanche qui contournent ou qui sont autour de cette tumeur-là. Donc, tout ce qui est en rouge, qui définit la segmentation de la tumeur, est utilisé pour définir les fibres qui viennent en contact avec la tumeur. Là, vous voyez qu'il y a des fibres qui passent par-dessus et en dessous. Ça, c'est unique à ce cerveau-là. Il n'y a pas un cerveau qui est pareil. Il faut faire ça pour chaque patient maintenant. Puis, on va utiliser ces informations-là, évidemment, pour opérer. Donc, dans le futur, quand je dis dans le futur, dans un futur assez rapproché, je pense que d'ici 2 ans, à peu près tous les patients qu'on opère vont avoir ce type d'image-là. Une affaire que je ne vous ai pas dit, je passais un peu vite là-dessus parce que j'ai vu que ça dérangeait certaines personnes, mais quand on opère, on utilise un instrument qu'on appelle le CUSA. Puis ça, c'est vraiment important pour nous autres. Le CUSA, ça veut dire en anglais Cavitron Ultrasonic Aspirator. Y en a-tu qui vont chez le dentiste? Oui, on va chez le dentiste. Tu sais, on se fait gosser des fois les dents avec quelque chose qui vibre, là. Ben, ça, c'est un cavitron. Le cavitron, c'est pour enlever le tape. Ça émet des ultrasons. Et nous autres, on utilise un cavitron intraopératoire aussi, qui est différent, qui travaille avec des longueurs d'onde différentes. Cet instrument-là, ce qu'il fait, c'est qu'il désagrège la tumeur puis il l'aspire. Okay? Donc, ça fait le tour des instruments qu'on a à notre disposition pour opérer. Il y a une pièce de technologie dont je ne vous ai pas parlé. Il y a 5 ans, j'ai essayé de monter un dossier ici au CHU. Ça coûte 5 millions. Fait qu'on ne l'a pas eu, puis on ne l'aura probablement jamais. On va peut-être l'avoir le jour où je vais prendre ma retraite. C'est ce qu'on appelle une résonance magnétique intraopératoire. Ça, là, ça nous permet, pendant l'opération, de faire des images de notre patient. Évidemment, ça nous aide énormément à augmenter encore plus l'étendue de notre opération. On opère sur les images préopératoires. Mais comprenez bien que chaque fois qu'on travaille, quand on enlève la tumeur, le cerveau, il se déplace. Hein? On l'a dit, le cerveau, c'est molle, c'est comme du jello. Donc, les images qu'on a en préopératoire, ils perdent de leur validité. Hein? Ils ne sont pas changés à mesure qu'on opère. Donc, une résonance magnétique intraopératoire, ça nous permet de changer ces images-là puis de nous donner une précision à chaque fois qu'on le veut. Mais bref, je vous laisse là-dessus. Je vais prendre des questions après. Je veux juste que mon message, c'est que la neurochirurgie classique, ça ne marche plus vraiment, OK? Dans le sens que c'est plus suffisant. Il faut, nous, qu'on travaille à avoir une neurochirurgie qui est spécialisée et adaptée à chaque patient, OK? Donc, la neurochirurgie du futur, c'est quoi? La neurochirurgie du futur, c'est une neurochirurgie qui est basée sur chaque cerveau. Donc, on va faire une évaluation physiologique et anatomique de chaque cerveau. Ça va souvent inclure le patient comme participant. De plus en plus, on va réveiller nos patients pendant les opérations, on va les faire participer. Puis, comme je le dis, ça va être une chirurgie qui est adaptée à chaque situation et à chaque cerveau. Question? Quand vous dites que chaque cerveau est unique, est-ce que ces fonctions, dans le fond, ou c'est l'explication, c'est le développement ou l'interconnexion neuronale des synapses qui sont faites dans le développement du jeune, selon son bagage, les stimuli qu'il a eu, ben, ça va s'interconnecter différemment, plus complexe, je ne sais pas. On va être obligé de vous offrir une job, vous. C'est très, très, très bon ce que vous dites. En fait, il y a les deux influences. Une influence génétique, de connexion génétique, une influence tout au long de votre vie, pas juste chez les jeunes enfants. Même chez vous, à soir, là, qui écoutez... Même à 67 ans. Même à 67 ans, qui écoutez, qui regardez des images, ça modifie en temps réel des connexions dans votre cerveau. Toute notre vie, on apprend, toute notre vie, notre cerveau change. C'est d'autant plus vrai quand on est jeune, mais même en vieillissant, ça continue. C'est un phénomène qui se poursuit. On peut dire que le cerveau, il y a un plan global. C'est comme une auto. Un auto, là, toutes les autos, ils ont 4 roues. Toutes les autos, ils ont un volant. Une fois qu'on a dit ça, chaque modèle a des spécificités, puis c'est vrai pour les cerveaux. Ils sont tous spécifiques. Ils ont tous des différences. Il y a du monde qui sont bons en musique, il y en a qui sont bons dans les sports. Ouais. Moi, ma femme est opérée il y a 5 ans. Si je regarde aujourd'hui, l'évolution, ça a quand même changé.
Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes encore convaincu que c'est pas génétique, les tumeurs? Parce qu'à l'époque, je vous disiez que ça ne peut pas être génétique. Est-ce que vous êtes encore convaincu? En fait, il faut faire attention, mais pour la majorité des tumeurs cérébrales, c'est vrai qu'il n'y a pas de transmission génétique. Une fois qu'on a dit ça, c'est un débat un peu plus compliqué parce que ça peut être génétique du point de vue où une tumeur, ça vient d'une transformation de certains gènes. Mais ce n'est pas transmissible génétiquement. Ça demanderait. Sauf quand on a certaines maladies, comme une maladie qui s'appelle la neurofibromatose. Là, une tumeur peut être génétique. Oui? Il y a mettons que la parole est affectée, Ouais. quelque chose qui est affecté. Qu'est-ce qui fait que des fois c'est réversible et des fois ça ne l'est pas? OK, ça, c'est une autre très bonne question. Imaginez-vous que, excusez, j'ai un problème, mon épaule gauche, j'ai de la misère à lever mon épaule. On a une tumeur ici, puis on a l'aire du langage qui est juste là. OK? Juste l'effet de masse peut causer un problème de langage parce que les fibres de notre aire du langage sont étirées, si vous voulez, sont moins fonctionnelles. On enlève la tumeur, on enlève la pression, on rétablit, si vous voulez, la connectivité, les fibres redeviennent fonctionnelles, donc le langage s'améliore de même. Ça, c'est scénario numéro 1. Scénario numéro 2, on a une tumeur, comme ça encore, mais cette fois-ci, la tumeur, elle rentre partiellement dans l'aire du langage. OK? Donc là, il y a des neurones de l'aire du langage qui sont affectés directement par la tumeur. Qu'on l'enlève ou non, il y a du langage qui est perdu. Ça fait que c'est deux scénarios différents. Ça dépend vraiment de l'infiltration de la tumeur de base. C'est ça la différence. Fait qu'il y a des déficits qui sont parfois réversibles, mais pas toujours. Ça, c'est grâce à quand on se fait opérer un peu, vous remettez un peu les. Comme moi, j'ai plus de mémoire courte un peu, j'ai de la difficulté avec la mémoire courte. J'ai de la difficulté des fois à parler vite. Je suis un petit peu comme là, je parle un petit peu vite. Puis, parce que t'es nerveux. Ouais, c'est ce qu'il y a pas, je suis nerveux, c'est normal. Puis, j'ai tout le temps mon côté gauche qui côté droit, pardon. Qui est un petit peu plus faible. Un petit peu, tu sais, je m'entraîne un peu, puis je me demandais si ça allait un jour. Ben là, je parle mieux maintenant, tu sais, il y a plus. Ma mémoire courte et j'en ai presque plus, là. Je me rappelle un peu de. Je me rappelle de tout. Je suis capable de. Au début, tu sais, j'allais manger au restaurant, il y avait Julie, il y avait Marielle. Là, je changeais de bar, puis là, Julie, je ne savais pas son prénom, il fallait qu'elle me dise. Il a fallu que je travaille un peu. Maintenant, je suis capable de travailler, mais des fois, je le perds. Ben, la mémoire courte, c'est le mécanisme dans tout le cerveau humain qui est le plus fragile. La mémoire, c'est la première affaire qui part. Les gens qui ont de la radiothérapie, là, on leur dit, nous autres, l'affaire qui est le plus à risque, c'est votre mémoire. Fait que ça, la mémoire, c'est un mécanisme qui est très, très fragile. Fait que c'est sûr que dans les plaintes cognitives qu'on entend les plus souvent, c'est ça, c'est la mémoire. Pour toutes les autres affaires, oui, la réadaptation, c'est possible toute la vie. Puis oui, on peut s'améliorer. En général, on dit aux gens que rendu à 1 an, on a pas mal atteint notre top, mais c'est pas vrai. À 1 an, on voit encore des améliorations, mais le gros des améliorations est passé. Fait que oui, il y a toujours possibilité d'amélioration. C'est clairement démontré. Écoute, il y a des enfants à qui on a enlevé un hémisphère complet, puis ils devraient être complètement paralysés dans un lit, puis ils recommencent à marcher. Donc, ça montre à quel point le système nerveux central peut s'adapter. Mais plus on vieillit, plus on perd cette capacité. Et la radiothérapie, est-ce que je comprends? Ça va affecter notre mémoire. Oui. Donc, si, comme M. dit, moi, je suis en thérapie, avant de me faire opérer, ma mémoire courte, en dernier, je me disais, c'est quoi que je fais l'après-midi? Ouais. Puis l'autre, c'est mieux. Non, c'est ça. La radio que je suis présentement va encore affecter un peu ma mémoire courte. C'est à risque. En fait, dans tout ce qu'on fait, nous autres, là, vous comprenez bien, vous le savez bien, on vous le dit, là, il n'y a pas d'absolu. Tu sais, jamais puis toujours, là, c'est des mots qui n'existent pas dans notre langage, qui ne devraient pas exister. Des patients qui ont des grosses doses de radiothérapie et qui n'en ont pas d'effet cognitif, on en voit.
On voit des patients qui ont des petites doses de radiothérapie puis qui ont des problèmes de mémoire. Fait que, tu sais, c'est comme le décadron. Ceux d'entre vous qui connaissez le décadron, il y en a qui peuvent prendre 6 mg 4 fois par jour pendant 6 mois sans trop de problèmes. Il y en a qui vont prendre 1 mg 2 fois par jour pendant 2 semaines, ça va les dévaster. Je suis pas capable du tout. Ouais. Avec tout, là, ça me donnait ça comme une pression. Mon mari arrivait dans la chambre, il me disait les frères. C'est pas mal les capacités. Ah non. Écoutez, il y a du monde qui font des psychoses complètement décompensées sur des décadron. C'est que ma fille ne me connaissait pas. Elle s'est formée les premiers chefs. Ah ouais. C'est l'infirmière, elle m'appelait la vie. Elle dit, Ouais. c'est pas ma mère, elle m'a réagi de même. Fait que c'est vrai dans tout ce qu'on fait. C'est vrai que les décadrons. C'est pas de pelule-là, qui, je prenais, là. Elle reste pas de me calmer, mais moi, il me calmait pas en tout. Non, les décadrons, ça calme pas grand monde. Puis avec temps, il était. Ouais. Ouais. Mais pourquoi tu donnes ça? Mais pas Parce de qu'on médicaments. n'a pas d'autres substitutions, on n'a rien d'autre qui nous permet de diminuer les liens. Malheureusement. Avez-vous, depuis quelques années, les traitements après opération ont évolué beaucoup? Pas pire, je vous dirais. On va faire une session là-dessus, OK? On va reparler de ça, les traitements, parce que il y a plusieurs affaires intéressantes en ce moment. En fait, je vais vous dire honnêtement, là, on est en bataille continuelle, OK? On est en bataille, il y a des idées de recherche à gauche et à droite. Le problème, c'est que le cancer cérébral, c'est pas un cancer fréquent. Les compagnies pharmaceutiques, dans les dernières années, on les dépeint souvent comme des gros méchants. Souvent, c'est vrai, là, il y a une gang de fourreurs là-dedans. Là. Mais les compagnies pharmaceutiques, dans les dernières années, il y en a qui ont pratiquement fait faillite parce qu'ils sont lancés dans des études cliniques qui ont crashé. Dans les pourcentages de médicaments qui ont été acceptés en oncologie dans les 5 dernières années, c'est en bas de 5 %. Chacune de ces études-là coûte plusieurs centaines de millions de dollars. Nous, je vous donne un exemple, on a testé un médicament qui a donné des résultats fabuleux par notre technique d'ouverture de barrière. Puis je suis plus capable de l'avoir, ce foutu médicament-là. Fait que là, j'ai mis les gens dans mon lab, on essaie de développer notre version nous-mêmes. Puis l'argent pour la recherche est coupé à tous les paliers. Provincial, fédéral, à l'université, on n'a même plus le droit d'engager des nouveaux professeurs depuis 3 ans. Fait que, tu sais, qu'est-ce que vous voulez? Mais, pour revenir à votre question d'origine, la réponse c'est oui, il y a des affaires intéressantes qui sont en train de se passer. On pourra en reparler, là, on pourra passer une session avec là-dessus. Là. Okay? Parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent. Tout le temps. Tout le temps. Là, on va se faire opérer, puis retrouver ce qu'on a perdu. Ah non, on n'est pas rendu là, Philippe. On n'est pas rendu là. On ne fabrique pas encore des neurones, hein? Ouais, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais peut-être un jour. On n'est pas là. OK. C'est quand même une question d'argent. Je pense que si maintenant il y aurait pas mal plus de développement plus facilement, ça serait, les études seraient beaucoup plus améliorées. Ah, écoute, je vais juste te donner une idée. Là, dans mon lab, là, je te parle de mon. En fait, au Québec, les labs qui font de la recherche sur les tumeurs cérébrales, il y en avait 2. Okay, il y avait ici, puis il y en avait un à McGill. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui connaissez, Rolando Del Maestro. Le gars, il a fermé son lab il y a 4 ou 5 ans parce qu'il n'y avait plus d'argent. Nous autres, là, on est passé à ça de fermer là, il y a quelques mois parce qu'on manquait d'argent. Là, on a eu un petit sauvetage. Tu sais, fait il y a 5 ans, quand on avait une chaire de recherche, là, j'avais 10 étudiants dans mon lab, avec 10 projets différents. Ça roulait, là. Là, maintenant, on a 3 étudiants. C'est ça. Si mets-toi à la place du gouvernement. Toi, tu es le gouvernement, tu as de l'argent à donner à la recherche. Tu as le choix entre donner de l'argent au cancer du sein et du poumon, qui sont super prévalents, ou le cancer cérébral, où il y a 6 personnes par 100 000 tranches de population qui sont atteintes. C'est ça le problème, c'est une maladie orpheline. Je suis en attente, on me rappelle ça d'avoir médicaments aussi. Moi, je suis d'accord avec vous. Nous autres, on pousse tout le temps pour dire, écoutez, aidez-nous, donnez-nous de l'argent. Il faut être là-dedans pour voir qu'il y en a. Ben, il n'y en a pas beaucoup pour la population, mais nous autres, on est là-dedans. La moyenne ne diminue pas, donc. Non, la moyenne ne diminue pas, puis
C'est sûr qu'ici, on est rendu un centre de référence maintenant. Fait qu'on en voit beaucoup, mais pour vous dire, là, ça augmente d'année en année. On augmente nos priorités opératoires, puis on se dit tout le temps, OK, on va finir par arriver, par être correct. Mais on n'est jamais correct. On a beau augmenter les priorités opératoires, les patients, ils arrivent de plus en plus fréquemment. Il y en a de plus en plus. C'est le cancer du sein, les autres populaires. Il y en a du développement, comme vous avez dit. Mais le cerveau. C'est plus lent, c'est beaucoup plus lent, le cerveau. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Nous, on cogne à toutes les portes possibles. On essaye de secouer le monde. Je veux dire, moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je disais à René tantôt, je suis rendu sur le conseil. Je suis sur le conseil d'administration de la Société canadienne du cancer. Puis quand je parle aux gens, je leur dis que le cancer du cerveau aussi, ça existe. Puis on a besoin d'aide. Puis donnez-nous de l'argent. Hein, puis il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de cogner aux portes. Est-ce qu'on peut faire des dons directement au département de recherche ici, au lieu de le donner à la Société canadienne du cancer? C'est sûr. Que ça risque d'être distribué ailleurs. C'est sûr. Ici, il faut l'envoyer puis spécifier pourquoi vous le voulez, puis on l'a là tout de suite. Moi, j'ai vu, écoutez, je ne devrais pas vous compter ça. Un de mes patients, cette semaine, c'est un monsieur qui a un garage de la région de Québec. Beaucoup d'argent, le monsieur. Puis il m'a offert un autre 15 000 $. Écoutez, ça, c'est sûr que c'est super aidant. Là. Vous vous rappelez de la danseuse de ballet, Nathalie? Nathalie, quand elle a fait son deuxième événement, savez-vous combien ils ont ramassé? 80 000 $. C'est spectaculaire, ça, là. Nathalie Buisson. D'ailleurs, sa mère veut relancer ça là, prochainement. Ça fait que, puis la fondation ici, en passant, je ne veux pas faire de publicité pour eux autres, mais oui, je veux faire de la publicité pour eux autres. Ils sont bons parce que, honnêtement, l'argent est forwardé là où vous le demandez. Si vous demandez pour les maladies du cœur, ça va là. Si vous demandez pour le cancer cérébral, ça va là. Ils sont bons pour ça. On reparlera de recherche. J'en ai un cours monté sur la recherche. Là, il va falloir prendre plus qu'une demi-heure par contre. Il faudra pas. Nous autres, on a le temps. Donc là, vous allez tout manquer le débat des chefs. Là. On aimerait mieux jusqu'à vous continuer à parler. On l'envoie-tu comme premier ministre? Vous savez que Philippe Couillard a travaillé ici, hein? Oui. On n'a pas de politique. Mais si vous voulez des millions pour. C'est pas une raison pour tout Bon, merci de votre attention, tout le monde. Merci David, merci.